Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le clair-obscur dans la gestion financière de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'exécution de certains projets de réhabilitation et de construction des centres agréés Covid-19 laisse entrevoir aux yeux du député Jean-Michel Nitieux des traces de corruption et de détournement de fonds publics. Un faux retorque le ministre de la Santé publique, invoquant le satisfecit du FMI, mais au regard des zones d'ombre persistantes, l'entrée en scène de la Chambre des comptes et d'une éventuelle commission d'enquête parlementaire peuvent-elles faire la lumière sur cette affaire? Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Et à l'international, l'ancien président François Bozizé a vu sa candidature être recalée à quelques jours de l'élection présidentielle. Motif, un mandat d'arrêt international qui pèse contre lui et également le fait qu'il a été sanctionné par les Nations Unies. On fait le point sur les candidatures retenues pour cette élection présidentielle prévue en Centrafrique le 27 décembre prochain. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le député SDF Jean-Michel Nitieux suit à la loupe la gestion financière de la crise sanitaire après la publication de l'identité des prestataires et du coût des projets de réhabilitation et d'aménagement des centres spéciaux agréés Covid-19. Ce parlementaire révèle des circuits de corruption et de détournement présumé des fonds publics. Le ministre de la Santé publique, mis sur le banc des accusés, brandit le satisfecit du FMI pour jouer la carte d'un gestionnaire exemplaire, mais cet argument peine à convaincre le parlementaire SDF. Des précisions avec Gladys Sidier. Charge de prise illégale d'intérêts, de conflits d'intérêts, de corruption et de détournement de deniers publics. Le député SDF croit savoir qu'il existe un deal entre le ministère de la Santé et des entreprises agroalimentaires qui ont fait des dons au plus fort de la crise du coronavirus au Cameroun. Il dénonce des zones d'ombre dans l'attribution des marchés en vue de l'approvisionnement des kits de dialyse et autres équipements dans la gestion du coronavirus. Selon l'honorable Jean-Michel Nitieux, des coûts des travaux d'aménagement des stades transformés en centres Covid-19 sont élevés. Il note qu'il se dégage une forte odeur de détournement. Au regard des dépenses consenties, l'élu s'interroge. Au lieu de reconstruire un ancien bâtiment pour la prise en charge des patients Covid-19, au lieu d'aménager les stades à cet effet, pourquoi n'a-t-on pas pensé à venir en soutien et à moindre coût aux cliniques privées disposant déjà d'infrastructures immobilières fonctionnelles? Toutefois, contrairement à ce que l'honorable Jean-Michel Nitieux révèle, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, brandit le satisfecit des partenaires internationaux du Cameroun, preuve selon lui de la bonne gestion de cette crise sanitaire. La reconnaissance du Fonds monétaire international qui, à travers son directeur général, a salué le 21 octobre dernier à Washington la transparence dont fait montre notre pays dans l'attribution des contrats aux entreprises dans le cadre de l'exécution de notre plan de riposte contre la pandémie. Dans la même veine, l'Organisation mondiale de la santé, dans un classement récent des pays ayant le mieux géré la pandémie, a pour le cas du continent africain reconnu 2 pays, dont le Cameroun, comme ayant le mieux assuré la gestion de cette pandémie. Je crois qu'il est important de valoriser la stratégie de riposte du Cameroun. Parce que, comme je l'ai dit, cette stratégie n'existe nulle part. C'est une voie, et une voie unique que le président de la République, son excellence Paul Biya, lui m'a tracée. Vous savez que nous, on n'a pas fait le confinement strict. Or, certains continuent de le faire. Nous, on n'a pas pris certaines options. Le couvre-feu, on n'a pas pris tout cela. Aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a que les Camerounais qui reconnaissent que cette pandémie n'a pas été bien gérée. Il n'y a que les Camerounais, malheureusement, certains Camerounais. Cependant, l'honorable Jean-Michel Nitieux insiste et demande la mise sur pied en urgence d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19
Cette commission d'enquête, selon lui, aura en charge l'examen minutieux des comptes Covid-19 qui permettra d'être fixé au niveau réel des fonctionnements des marchés et sur l'effectivité des livraisons du matériel, entre autres. La commercialisation du whisky en sachet continue de se faire dans les principales villes et dans l'arrière-pays au Cameroun. Pourtant, le gouvernement a interdit et imposé une nouvelle réglementation. Des acteurs de la société civile constatent que plusieurs entreprises transgressent cette nouvelle réglementation. Ils ont tenu à manifester du côté de Bonabéré afin de sensibiliser les populations sur leurs droits et dénoncer ces multiples entraves des sociétés qui commercialisent encore le whisky en sachet sans respecter la nouvelle réglementation en vigueur au Cameroun. Explication dans ce reportage signé Robert Moukoubé d'Alaskana et Julienne Berthe-Bissaille. Depuis l'arrêt conjoint du ministre du Commerce, des Mines et de la Santé publique le 12 septembre 2014, interdisant la commercialisation et la vente du whisky en sachet au Cameroun, des milliers de Camerounais continuent de consommer cette boisson alcoolique, jugée dangereuse pour la santé. Pour plusieurs organisations de la société civile, le business se porte plutôt bien, mais avec des conséquences graves sur la population. Tous les jours, il y a des Camerounais qui meurent. Tous les jours, il y a des personnes qui tombent gravement malades à cause de la consommation de ce breuvage dangereux, constitué en majorité de méthanol. Parce que tous les professionnels de la santé sont unanimes dessus. Le whisky en sachet est dangereux pour la santé. Mes petits-fils camerounais, mes enfants camerounais, le whisky en sachet est un mauvais produit. Ne prenez plus, ne consommez plus le whisky en sachet. Ça nous rend malade, ça vous rend malade, ça nous affaiblit, ça tue notre jeunesse. Ce tueur silencieux, qui ôte la vie à un Camerounais toutes les 10 secondes selon l'Organisation mondiale de la santé, préoccupe la Fondation camerounaise des consommateurs, engagée sur le terrain de la sensibilisation. Nous sommes là, venus nombreux, pour dire non à la consommation du whisky en sachet, non à la vente de ce breuvage qui tue, parce que depuis 2016, un arrêté conjoint du ministère du Commerce, de la Santé et des Mines interdit la commercialisation et la vente des whisky en sachet. Dans cette lutte acharnée contre les whiskies en sachet en violation des normes de fabrication et de la réglementation en vigueur, le président de cette association de défense des droits des consommateurs fait l'objet des poursuites judiciaires d'une entreprise de la place, spécialisée dans le conditionnement du whisky en sachet, suspectée de frélater. Du moins, la Fondation camerounaise des consommateurs s'indigne du silence des autorités compétentes qui pourtant fixaient au 12 septembre 2016 la date butoir pour écouler tous les stocks de ces whiskies en sachet. 4 ans après cette décision interministérielle, rien n'a bougé et le business prospère au détriment des vies des milliers de Camerounais. Sur les chantiers d'aménagement routier, c'est la colère des populations, notamment sur l'axe Mengon-San-Mélima, un axe qui a été bloqué par les populations. Elles ont tenu à faire entendre la raison de leur grogne, à savoir le non-paiement de leur indemnisation liée à la destruction de leur maison d'habitation lors de la mise en œuvre de ce projet de construction d'une route entre Mengon et San-Mélima. D'autres précisions avec Roger Takala et Isabelle et Kate Diarra. Grogne des populations du village Mekamovom, par Mengon, dans le département de Lamvila. Las d'attendre le paiement intégral de leurs indemnisations dues aux travaux de construction de l'axe Mengon-San-Mélima qui a provoqué la destruction de leur maison d'habitation et plantation. Elles ont barré la route pour mieux se faire entendre. On a barré la route parce qu'on réclame nos biens. On a détruit nos échelles de cacao, les maisons, tout. On a tout payé. On ne voulait nous pas donner l'argent. C'est ce qu'on a bloqué la route. Voilà notre problème. Si les déguerpissements issus de ces travaux remontent à plusieurs années déjà, il faut dire que c'est la descente il y a quelques jours du préfet du département de Lamvila avec une enveloppe destinée au paiement qui a mis le feu aux poudres pour la simple raison que la somme totale comprise dans l'enveloppe s'est avérée insuffisante pour couvrir la totalité des indemnisations. Même
ici, c'est qui? On veut seulement le gouverneur. Ici. Le préfet était à Bongon hier. Il a dit que l'argent est fini complètement. Et on ne nous a pas donné la date. Et on veut l'argent aujourd'hui. La situation a provoqué la tenue d'une réunion de crise organisée par le gouverneur de la région du Sud qui, en présence des chefs traditionnels et des représentants des victimes, a tenu à clarifier les choses. Je reconnais qu'il y a eu comme un déficit d'information. Sur 2 milliards, 200 quelque chose de millions, si on vous dit qu'on a payé 2 milliards, c'est une franche minorité qui reste à payer. Au terme de la réunion, il a recommandé aux populations de faire preuve de patience. Nous avons exhorté d'être patients et d'attendre dans l'ordre. C'est un processus graduel. Donc, je crois qu'ils ont compris le message que je voulais passer. L'État prend au sérieux ses responsabilités. Les engagements de l'État sont toujours honorés. Département du CAM, de nombreux projets sont à l'abandon. Ceci au grand désarroi des populations. Les différents prestataires ont disparu. Du coup, les projets ont été interrompus. Pourtant, les populations espéraient y voir une sortie du sous-développement au regard de l'aménagement routier qui devait être effectué. Que se passe-t-il sur les chantiers interrompus sur les différents axes routiers en Kondiok? Des précisions avec Cyril Diemba et Julienne Berthe-Bissaye. En Kondiok, dans le département d'Unkam, presque tous les projets financés sur fonds d'investissement public sont à l'abandon. Le chantier de construction de la sous-préfecture somnole dans la broussaille, les logements sociaux aux oubliettes et l'aménagement de la route principale du centre urbain, une promesse non tenue. Une déception pour les populations qui rêvaient déjà un changement radical du visage de leur localité. Oui, la population est très mécontente parce que depuis un an, rien n'est fait. Ils commencent, ils abandonnent. On ne sait pas pourquoi. La population se plaint toujours. Où sont les 6 km de la voirie de la ville? C'est où? On ne voit pas. Où sont les redevances forestières? On n'a jamais vu. Nous sommes vraiment déçus. Les chantiers abandonnés, nos routes complètement gâtées, pas d'électricité. Je vous assure que nous sommes vraiment dans un calvaire. Sur les différents sites de construction, le matériel de travail est stocké, les engins garés depuis des mois et la main-d'œuvre locale au chômage avec plusieurs mois de salaire impayés. Un coup dur au développement d'une ville de Kondiok déjà très enclavée, avec un coût de transport interurbain devenu intenable pour les populations. Que l'État pense à nous. L'État pense à nous, si nous vivons mal. Pas la voiture ici à 5 000 francs pour Bafang qui est à 50 km de nous. C'est très déplorable. Dans cette galère, les populations de Kondiok indexent les entreprises adjudicataires des différents marchés qui, à la moindre difficulté, ont disparu de la circulation. Même l'autorité administrative peine à comprendre par quelle alchimie ces marchés ont été attribués à des prestataires incompétents. Vous savez, nous sommes dans une zone tellement enclavée. Donc, il y a des problèmes de route et de pluie. Il y a des entreprises qui s'aventurent à prendre des projets parce qu'ils ont vu le montant, mais ils ne connaissent pas encore l'environnement. Donc je pense qu'il est important de bien étudier et voir comment on peut comment attribuer les marchés et aussi comment les sectoriels peuvent assister, accompagner ces entreprises pour pouvoir réaliser les marchés. Jouant toutefois à la carte de l'apaisement, le préfet d'Unkam promet que tous ces travaux vont redémarrer sous peu, même si l'année budgétaire en cours tire à sa fin dès le 31 décembre 2020. Vous avez vu comment on a commencé les travaux de gravionnage des centres-villes de Kondiok. Bon, s'il n'y a que les pluies qui se sont arrêtées, les travaux, ces travaux vont continuer comme nous sommes déjà à la fin des pluies. Les populations de Kondiok vont devoir encore prendre leur mal en patience en espérant un jour voir leur localité changer et leurs conditions de vie améliorées.
Devant l'ampleur de la consommation du tabac et des drogues, des députés montent au créneau pour critiquer la lenteur dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme. Ils annoncent des initiatives sans pour autant évoquer la nécessité de mettre sur pied des propositions de loi visant à lutter contre ce fléau. Compte rendu, Guy Zogo. La pipe à eau est aussi nocif. Face aux députés, dans le cadre du réseau des parlementaires contre le tabagisme et les narcotiques, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun a dressé un bilan effrayant résultant des effets de la consommation de ces produits. Le tabagisme est un des principaux facteurs d'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques. Ces maladies sont la principale cause de décès et d'invalidité dans le monde. Le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment. Chaque année, plus de 8 millions de personnes sont tuées par les maladies résultant du tabagisme. Allant plus en avant, l'OMS a mis sur la table son engagement contre ces fléaux. L'adoption en 2003 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac a été l'une des victoires historiques de santé publique. Les États membres de l'OMS de le Cameroun se sont engagés d'une seule voix à exprimer la suprématie des préoccupations de santé publique sur les intérêts économiques. En guise de réponse, l'Assemblée nationale a de son côté mis en avant les appels du chef de l'État à se mobiliser contre cette menace et à mettre sur pied un plan national de lutte contre le tabagisme qui reste attendu jusqu'ici. Aussi, l'Assemblée nationale se contente-t-elle de rappeler la fragilité des consommateurs de ces produits et annonce des actions à venir sur le terrain. La pandémie du coronavirus, qui sévit dans le monde depuis la fin de l'année 2019, n'a pas épargné notre pays. Dans ses analyses, la communauté scientifique internationale nous révèle que les consommateurs des produits du tabac sont plus vulnérables face aux formes graves du Covid-19. Ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest et à l'extrême nord est vraiment lié à la consommation de tabac et la drogue. Nous allons commencer à sensibiliser d'abord nos collègues parlementaires et pour mener ce combat dans notre 10 régions par nos points focaux. Sans aucun doute, il y a du pain sur la planche pour les députés sur cette question, visiblement encore pas très bien cernée. Un conflit oppose des commerçants du marché central de Douala à la mairie de la ville. Et pour cause, les commerçants sont courroucés et dénoncent la concession à un privé d'un espace régulièrement acquis à l'époque par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Un espace où des centaines de personnes ont été déguerpies dans le cadre d'un chantier routier. Sauf que cette route achevée, les commerçants n'ont plus le droit de revenir sur le site malgré des colossaux investissements financiers qu'ils ont effectué. Reportage d'Alaskana, Equaclaude et Donald Brice Kamgan. En vue aérienne, de nouveaux bâtiments sortis de terre au lieu d'IFAS mosquée au marché central de Douala. Sur ce site, de nouveaux occupants sont installés pour la plupart. Une occupation irrégulière aux yeux du collectif des vendeurs déguerpés ici en 2008. Des vendeurs à qui l'ex-délégué du gouvernement avait consenti de concéder l'espace à la fin du projet de passage de la route, objet du déguerpissement. Alors que le processus de leur retour était en vue, le nouvel exécutif de la ville fait obstacle d'après les commerçants. On a été surpris que le supermaire donne une autorisation à une personne qui n'est pas attributaire et n'est pas une victime de déguerpissement pour nous recaser. Et nous avons écrit. Après l'avoir écrit, on a pu le rencontrer. Il nous a demandé d'aller voir M. Kitty. M. Kitty nous a demandé de venir au marché central, que nous sommes recasés, qu'il n'y a pas de problème. Mais curieusement, quand nous sommes revenus, non seulement beaucoup de personnes viennent, on dit que leur place a été vendue, mais en plus même ceux qui perdent les frais de construction de 150 000, ils n'ont pas de reçu. Ils sont plus de 200 d'après des comptes faits par le collectif. Certains se sont découragés au fil de longues procédures administratives. Des commerçants qui ont versé à l'époque des fonds pour la construction de l'espace détruit
dans le cadre de l'assainissement. En 90, nous avons eu l'autorisation de construire, nous avons construit, on a investi environ 40 millions pour construire là-bas. Et puis lors de la réflexion des travaux du routier, on a déguerpi provisoirement pour les travaux. Et après les travaux, il était question qu'on revienne s'y installer. Très peu souhaitent s'exprimer à visage découvert, pas crainte de représailles d'après le collectif des commerçants déguerpis. À force de correspondance, le préfet du département du Vouri a orienté les commerçants vers la mairie, mais la situation coince. Monsieur Sonkone, c'est le confessionnaire, ce qui fait que ça devient difficile, puisque quand on voit le chef de bloc, c'est des personnes qui n'ont même pas d'abord de documents officiels, qui est l'attribution pour les places au marché central. Et c'est un groupe de personnes qui se sont formées pour pouvoir mettre en retrait ou enlever ceux qui ont des attributions sur la place au marché central. C'est ça le véritable problème. Donc c'est difficile. Contacté par Equinox Télévision, le régisseur du marché central n'a pas souhaité répondre aux griefs soulevés par les commerçants de Yerpi. Ceux souhaitant être réinstallés versent contre une demande d'occupation signée du régisseur la somme de 150 000 francs CFA. Évoquons à présent la journée internationale pour les personnes handicapées, alors que tous les handicaps sont loin d'être visibles. Ces personnes, couches sociales vulnérables, essayent tant bien que mal de mener des initiatives génératrices de revenus afin de ne plus dépendre à la fois de leur famille et de pouvoir faire face aux regards souvent inquisiteurs de la société camerounaise. Évocation avec Steve Eboulet et Cédric Ding. Emmanuel souffre de handicap, comme un peu plus de 6% de la population camerounaise, selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai eu la polio à l'âge de 2 ans. Jusqu'à nos jours, je me suis toujours battu pour aller à l'école. Si Emmanuel a pu s'en sortir aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la plupart des handicapés au Cameroun qui souffrent encore du regard marginal du reste de la société. Le regard des autres n'est pas toujours facile à comprendre pourquoi. Parce que certaines personnes considèrent une personne vivant avec un handicap comme une personne à marginaliser, comme une personne à mettre de côté, comme une seconde personne. Je suis handicapée depuis mon enfance, depuis pratiquement 2 ans selon les parents. Les gens nous traitent, nous matérialisent beaucoup. Donc quand on arrive auprès de quelqu'un, tu lui dis « Pardon, je voudrais ceci », il me dit « Ah, on te dit que les handicapés ne font rien ». Aujourd'hui, je fais les chaussures babouches. Je fais les caramels, je vends le poivre blanc, je fais le miel et je forme même des personnes valides et handicapées. Une problématique encore plus d'actualité alors que le monde célèbre la Journée internationale des personnes handicapées, placée cette année sous le thème « Tous les handicaps ne sont pas visibles ». Une manière de rappeler au commun des mortels que d'une façon ou d'une autre, nous souffrons tous d'un handicap. Chacun d'entre nous a un handicap, mais nous ignorons seulement. Donc, chacun a un handicap. Donc, tout le monde est handicapé en fait. Donc moi, handicapé ou pas handicapé, quand j'ai ma chose à faire, je le fais comme une personne normale en fait. Au-delà des barrières comportementales auxquelles se heurtent les handicapés au quotidien, se greffe l'éternel problème de la faible prise en charge par l'État des personnes vivant avec un handicap, qui sont très souvent abandonnées à elles-mêmes. Si de nombreuses associations militent pour les droits des personnes handicapées, beaucoup reste cependant à faire pour atteindre l'idéal de société résiliente dont se targue le Cameroun. Dans le reste de l'actualité, une présumée meurtrière est aux arrêts à la brigade de recherche de Yaoundé 3. Selon les investigations de la gendarmerie d'Orcas, s'est faite passer pour une cliente voulant acheter un véhicule avant d'administrer un produit suspect au cours d'une virée à celui qui était censé être le vendeur du véhicule. Il en est décédé, elle a été mise aux arrêts ainsi que 2 complices qui l'ont accompagné dans cette sale besogne. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. Dans la cour principale de la brigade de recherche 3, au quartier Mimboman, est stationné le véhicule tant convoité qui jusqu'au 25 novembre dernier était encore conduit par le sieur Elioge Yansé Kambe, vendeur de voitures à Elik et Sono. C'était avant que son chemin ne croise celui de Dorcas Ngweche, celle par qui le pire est arrivé dans un hôtel de la place. Le 22 novembre 2020, Dame Ngweche avait filmé le numéro de téléphone
qui était affiché sur la vitre du véhicule. Le lendemain, elle s'est passée pour une cliente. C'est ainsi qu'elle a commencé elle s'est mise en relation avec le monsieur, faisant comprendre qu'elle était intéressée. Malheureusement, le 25 novembre 2020, il fallait qu'ils passent nuit dans un hôtel de la place. Lorsqu'ils sont entrés, elle s'est dirigée dans les toilettes. Elle lui a fait comprendre qu'il manquait des savonnettes et des papiers de toilette. Le monsieur s'est rendu à la réception pour s'en a procuré. Lorsqu'il est remonté, la dame lui a présenté son verre, ce qu'il a ingurgité sans toutefois se méfier de la dame en question. Quelques instants après, il s'est couché et c'était le sommeil sans retour. En accédant dans la chambre, tout avait l'air normal. Pourtant, sous le lit en question, le corps de l'homme d'affaires de 44 ans était dissimulé, tout nu. C'est à l'aide du téléphone du défunt que la présumée meurtrière détenait par devers elle que les éléments de la BR3, sous l'impulsion du commandant de compagnie de Yaoundé 3, le chef d'escadron Baudouin Gouya, ont lancé la chasse à l'homme. Le matin, aux environs de 4 heures, elle a appelé sa copine, Nya Biolé, de venir la chercher avec son beau-frère, le nommé Ondoa, qui devait conduire le dit véhicule vers une destination inconnue. Nous avons mené nos investigations à partir du numéro de téléphone du défunt. Nous sommes parvenus à localiser le numéro de téléphone du défunt au quartier Arala, 48 heures plus tard. Sous la supervision du commandant de compagnie, nous avons mené une opération et nous avons pu appréhender les 3 suspects en possession du véhicule. 2 jours plus tard, après leur exploitation, elles sont passées aux aveux. Dans ses aveux, Dorcas Ngoueché va indiquer que son intention n'était pas de tuer, mais de se faire un peu d'argent, question de s'offrir un Eldorado en Europe. Dame Ngoueché nous a fait comprendre qu'elle était à son premier forfait. L'objectif, c'était s'emparer du véhicule et voyager. Donc, elle voulait vendre ce véhicule et puis voyager. Nous demandons aux populations de redoubler de vigilance, de faire confiance à la gendarmerie. Nous avons le numéro d'urgence, à savoir le 113, et les patrouilles sont dehors. Dans sa chute, la jeune femme de 24 ans entraîne avec elle sa copine, la nommée Nya Biwele Marivonne, ainsi que son beau-frère, Ondoa Christophe. Ce sont ces 2 derniers qui étaient chargés de venir récupérer le véhicule à l'hôtel au petit matin du drame. Christophe Ondoa servant alors de chauffeur. Le corps de l'infortuné Eloge Yancy est en cours d'autopsie pendant que le trio médite dans les cellules de la brigade de recherche 3 en attendant d'être déféré devant les juridictions compétentes. Dans l'escale internationale, l'ancien président centrafricain recalé dans la course à la présidentielle prévue le 27 décembre prochain. L'invalidation de la candidature de François Bozizé vient d'être annoncée. La Cour constitutionnelle centrafricaine invoque des motifs de rejet. Le candidat François Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui le 31 mars 2014 devant la justice centrafricaine pour assassinat, séquestration, torture et détournement de fonds publics. L'instance précise que l'ancien président centrafricain fait l'objet de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. 4 autres candidats ont été recalés pour appartenance à un groupe armé actif et corruption. Il y a donc 17 candidats qui ont vu leur dossier être validé lors des délibérations de la Cour constitutionnelle centrafricaine. Parmi eux figure le chef de l'État centrafricain actuel, Faustin Archange Touadéra. D'autres figures politiques sont en lice. Il s'agit de Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, tous les 2 anciens premiers ministres en Centrafrique. Sylvain Eugène Ngakutu Patassé, le fils de l'ancien président Ange-Félix Patassé. Il faut noter qu'il y a 3 candidatures indépendantes, dont celle de Catherine Samba Panza, elle qui a assuré la présidence par intérim en Centrafrique, ancien maire également de Bangui. Ils sont donc 17 candidats sélectionnés pour l'élection présidentielle prévue le 27 décembre prochain. Un public reportage dans ce journal, excellence et performance scolaire, célébré au collège Duval, situé dans le 5e arrondissement de Douala, un cadre idéal pour la formation des élèves qui souhaitent être parfaitement bilingues et pouvoir disposer des outils leur permettant de mieux comprendre le monde et d'acquérir les connaissances en toute quiétude. Reportage. Le promoteur de Duval International School et le maire de la ville de Douala, unis pour la construction d'un laboratoire multidisciplinaire de pointe. La pose de la première pierre, qui symbolise la naissance de l'infrastructure baptisée Roger Bassadinet, s'est faite en présence d'un parterre d'invités.
Le maire de la ville ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la prestigieuse institution pour cette contribution majeure pour l'émergence du pays. Je voudrais féliciter encore une fois le promoteur de ce technopole, comme vous l'appelez. Tout ceci doit vous indiquer la volonté de faire de Douala ce qu'ailleurs on appelle une smart city, une cité de l'intelligence, une cité du savoir et une cité de l'innovation, afin que Douala puisse rivaliser avec les meilleures villes dans ce domaine. Je crois que nous avons le potentiel, nous avons l'avantage extraordinaire d'une jeunesse dynamique. De cet espace naîtra donc le plus grand laboratoire technologique d'Afrique centrale, spécialisé dans les domaines génie chimique, génie thermique, génie électrique, génie mécanique et productique, ainsi que la géologie appliquée. Au terme du projet en 2022, naîtra également l'Institut technologique du Val. La pose de la première pierre du laboratoire Roger Bassadi par le maire de la ville de Douala ouvre de nouvelles portes. Demain, nous ouvrirons donc un laboratoire technologique de pointe qui accompagnera l'ouverture de l'université de Val Institute of Technology. C'est un laboratoire qui viendra donner un coup de pouce important à la recherche au Cameroun et en Afrique. La matérialisation de ces deux projets témoigne davantage de la volonté de l'institution de référence du Val à offrir à ses apprenants une formation de qualité adaptée aux exigences du milieu professionnel de plus en plus compétitif. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, les apprenants ont séduit les invités par la démonstration de leur savoir-faire, notamment avec le club scientifique qui a fabriqué au vu de tous des produits de première nécessité. This ceremony today, it's really a milestone that we have come across. Since the creation of this institution that runs from the nursery to the secondary and right up to high school, it has done a lot in order to promote excellence. The city mayor came here to lay the foundation stone of a university that is going to host a science laboratory. So with the coming of this university, it's going to help Cameroonians to be able to carry out research and to keep developing our city and in Cameroon in general. L'établissement scolaire moderne Duval International School, situé en plein cœur du 5e arrondissement de Douala, réaffirme à travers la construction de ce laboratoire technologique de pointe sa position de leader en matière de meilleures structures de formation scolaire au Cameroun et bientôt dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un achat de véhicule qui tourne au drame dans la ville de Yaoundé. Avec au cœur de cette affaire, une jeune Camerounaise de 24 ans qui rêvait d'aller en Europe. Elle a choisi un mauvais plan diabolique pour arriver à ses fins. Elle a séduit un vendeur de véhicules se faisant passer pour une dame intéressée par l'achat d'une berline Toyota. Ensuite, les deux se sont retrouvés dans une auberge. Elle a profité de la discrétion de son partenaire pour glisser un produit dangereux. Il a perdu la vie. Ensuite, elle a permis à ses proches de récupérer le véhicule. Seulement, les fins limiers de la gendarmerie, notamment la brigade de recherche à Yaoundé 3, ont réussi à interpeller les principaux suspects, à saisir le véhicule concerné et à mettre fin à cette cavale, au rêve de cette jeune Camerounaise qui rêvait d'aller en Europe en mettant fin à la vie d'un autre Camerounais. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de l'essentiel, Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous déjà, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous dans quelques jours pour le journal. Rendez-vous dans quelques jours, Serge Alain. Voilà.